On va s'intéresser à une innovation qui, effectivement, peut venir en aide à de nombreuses personnes privées d'une mobilité normale. Et pour ça, on reçoit Jean-Louis Constanza. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Louis, cofondateur de Wandercraft. Jean-Louis Constanza qui a été un homme des télécoms pendant de très nombreuses années. Jérôme, ça fait longtemps qu'on connaît Jean-Louis. Vous avez été le patron de Télé 2, vous avez travaillé chez Orange, etc. Et puis depuis quelques années, vous avez changé de cap pour vous intéresser en fait à Wandercraft, dont vous êtes le cofondateur. Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous présenter Wandercraft ? Eh bien, on a fondé Wandercraft pour que les personnes en fauteuil roulant puissent remarcher. Un défi incroyable, beau. Oui, c'est un défi incroyable à plusieurs plans. D'abord, la marche, c'est un des graals de la robotique. C'est vraiment un problème scientifique et technologique très complexe. En fait, il y a deux gros enjeux dans la robotique. Je pense, il y a l'intelligence, donc il y a des milliers d'entreprises qui travaillent sur l'intelligence, et il y a la marche. On n'est pas nombreux. La marche humaine est vraiment un phénomène très complexe et très compliqué. Et quand on la perd, on se retrouve face à plusieurs problèmes. L'un, c'est la mobilité. On ne peut plus aller là où on veut aller, facilement en tout cas. Et le deuxième, c'est qu'être assis en fauteuil roulant toute la journée fait qu'on est atteint de grosses pathologies cardiovasculaires, cutanées, circulatoires, etc. Donc, Alors on voit les images là, Jean-Louis, excusez-moi, je vous coupe, mais évidemment ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Donc c'est un exosquelette qui est développé par Wandercraft. Voilà, donc Wandercraft a développé un exosquelette. Ça, c'est la première version de ce robot de marche, puisque c'est un robot de marche qui est utilisé en hôpital pour réapprendre aux gens à marcher. Mais on est en train de pousser cette version un peu plus loin. Vous le voyez ici, on prépare un concours au Japon avec Kevin, qui est notre pilote d'essai, et qui consiste à faire toutes les activités de la vie quotidienne dans un appartement. Donc on a loué un appartement tout près de Paris, et progressivement, on fait faire à notre robot tout ce qui peut permettre à quelqu'un d'évoluer dans son appartement. Donc se lever, faire la cuisine, vous voyez, s'asseoir à table, déjeuner, porter un paquet, aller aux toilettes, utiliser la salle de bain, etc. Mais alors attendez, comment cette personne qui est donc à mobilité réduite interagit avec cet appareil? Il lui parle? C'est simplement des gestes qui font que l'appareil va comprendre ce qu'il veut faire? Alors, c'est une bonne question parce qu'il faut que l'interaction soit la plus intuitive possible. L'usage, dans quelques années, sera non plus seulement d'aller en hôpital, mais d'aller dans la rue et chez soi. Aujourd'hui, on parle à l'exosquelette, si vous voulez, d'abord par les mouvements du buste. Donc, si je me penche légèrement en avant, on a une intelligence artificielle qui détecte le mouvement et qui permet de comprendre que l'utilisateur veut se lever, s'asseoir ou se mettre en marche, par exemple. Donc, ça active des petits moteurs qui vont aider et amplifier les mouvements, c'est ça ? Des très grands moteurs, en fait, parce que la marche, ça demande beaucoup de puissance. Et puis, il faut soulever un corps. Voilà. Donc, il y a le poids du robot qui est encore assez gros. Les versions suivantes seront beaucoup plus fines. Donc, la personne est assise. Il suffit qu'elle se penche un petit peu vers le devant. Vous pouvez le voir dans les vidéos. Il va se pencher en avant et l'exo comprend qu'il faut se lever à ce moment-là. Et donc, l'appareil va se mettre en route et se vous le voyez juste maintenant. Vous voyez, Kevin se penche en avant. Alors, il s'appuie aussi. On les utilise plus. Vous voyez, dans la vidéo précédente, on voyait qu'on n'a plus besoin d'accoudoir. On peut se lever de n'importe où. Un lit, un fauteuil, etc. On peut s'asseoir n'importe où. Et puis, il faut changer de mode, parce qu'à un moment, on est dans le mode où il faut se lever, et à un autre moment, on est dans le mode où il faut marcher. Ça, on le fait avec cette télécommande, c'est bien synchronisé, qui est un produit nécessaire pour les hôpitaux où il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, on passe à la commande vocale, naturellement. Donc, on a développé, là encore, un réseau neuronal pour comprendre la voix, dans ce contexte très précis. Et sur d'autres vidéos, vous pouvez voir qu'on dit « robot avance ». On l'appelle robot pour l'instant, mais on va lui donner des noms. Et il se met en marche, tourne, fait un demi-tour, assieds-toi, etc. Alors, on voit que là, c'est une installation qui est quand même assez massive, réservée à des utilisations en milieu hospitalier. Vous disiez, est-ce qu'un jour, on peut imaginer un système beaucoup plus discret et qui sera utilisable véritablement dans la vie de tous les jours? Alors oui. Et la première phase, c'est effectivement d'aller en hôpital. Pourquoi? Parce que d'abord, on a travaillé pendant des années avec des équipes médicales, des kinés, des médecins, des experts, des chercheurs scientifiques, pour que ce ne soit pas seulement un gadget robotique, mais que ce soit vraiment un outil pour que l'humain puisse l'utiliser. Et l'humain, comme vous le voyez là, c'est avant tout le patient, le kiné, le médecin. On a besoin de leur compréhension du corps humain, de leur compréhension de ce que c'est qu'un patient. On a besoin de travailler avec les patients. Donc ça va continuer. Ça restera, j'espère, un très bon outil. On essaye que ce soit le meilleur pour réapprendre aux gens à marcher en hôpital. Maintenant, le but,
et avant tout pour des raisons personnelles au départ, c'est de faire marcher, de permettre à Kevin demain, qui est là sur cette vidéo, de marcher chez lui et dans la rue et d'aller au travail, d'aller chercher ses enfants à l'école. Parce que vous êtes d'aller se touché, promener en alors forêt. on peut peut-être en parler, vous êtes touché personnellement par cette chose-là, puisque votre fils est en fauteuil roulant. Et l'objectif, c'est que, grâce à son papa et grâce à la technologie que vous êtes en train de développer avec vos associés, etc., de faire remarcher votre fils Oui. et Alors, de vous lui allez redonner voir, une autonomie. La technologie, c'est surtout les autres cofondateurs. Même si je suis l'histoire, c'est que Oscar, mon fils, il y a 10 ans, m'a dit « Papa, tu es ingénieur en robotique ». Il avait 6 ans. Pourquoi tu ne fais pas un robot pour que je puisse marcher ? Oscar a une neuropathie, il est en fauteuil roulant. Et moi, je suis ingénieur robotique, mais je n'avais pas les compétences. On parle de compétences vraiment de très haut niveau. Et à ce moment-là, j'ai croisé le chemin de Nicolas Simon et Mathieu Masselin. Et Nicolas, toute sa famille a la même pathologie que mon fils, en gros. Ils sortaient de Polytechnique et ce sont des génies de la robotique qui sont excellents dans plusieurs domaines, dont celui-là. Donc, moi, j'ai compris tout de suite que c'était le bon concept. Parce qu'il y a des technologies beaucoup plus anciennes qui permettent un peu de faire marcher les gens, mais il n'ira jamais à la fac avec ça. Et on a fondé cette entreprise. On a construit, je pense, pardonnez-moi, mais la meilleure équipe de robotique de marche du monde. On est souvent comparé à Boston Dynamics, même si on fait des choses différentes, pour faire cet exosquelette, pour permettre aux gens, en hôpital, de se soigner. Aujourd'hui, il y a plein d'hôpitaux, enfin, il commence à y avoir pas mal d'hôpitaux qui utilisent notre exo. Et pour le grand public, ça va arriver quand, Jean-Louis? Alors, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens, bien il faut jamais évidemment. donner. Donc le mot-clé, c'est dans quelques années, en fait. Dans C'est quelques notre langue années. de bois. D'accord. Mais c'est pas dans 10 ans. C'est pas dans 10 ans. Non, c'est vraiment D'accord. pas dans 10 ans. Avec une miniaturisation par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le prototype de l'exo grand public, que je ne peux pas vous montrer, il fait 6 cm de large, donc il s'assied dans un siège de TGV. Il peut aller aux toilettes, il peut monter dans une voiture, il peut en descendre, et c'est ça qu'on va faire. Donc ça sera un objet très fin, très joli, mais c'est le même algorithme. Ce sont les mêmes intelligences artificielles. C'est-à-dire que pour vous, le plus gros effet, toute l'informatique, le soft, ça marche. C'est maintenant la miniaturisation, en fait, c'est les moteurs, c'est etc. Le prochain challenge. Un peu d'essais cliniques, une plateforme qui ne tombe jamais en panne. Protéger la personne, parce que si jamais elle est poussée, elle va tomber. Il faut la protéger, qu'elle puisse se relever, repartir, etc. C'est du travail compliqué, mais moins complexe. Je pense qu'on a franchi le plus dur, oui. Et ça coûtera cher? Alors, il faut que ça coûte pas cher. Comme il y a beaucoup de gens qui en ont besoin et que c'est très utilisable, il y aura des grands volumes. S'il y a des grands volumes, on peut diminuer les coûts. Et il faut que ça coûte moins cher qu'une voiture moyenne. D'accord. Il y a des aides, j'imagine? Ça sera remboursé. C'est déjà remboursable en Allemagne et aux États-Unis. Donc en France, on n'est pas en avance. Il faut qu'on travaille avec les autorités de santé pour obtenir des remboursements et que, comme un fauteuil roulant, tout ou partie du coût soit prise en charge par les systèmes sociaux parce que on va, sur le plan purement financier, on va éviter énormément de coûts de la santé et en plus, on va rendre une vie ordinaire à ces gens extraordinaires qui sont les gens en fauteuil. Jean-Louis, merci. Merci beaucoup, Merci Jean-Louis à vous deux. Constanza. Voilà, et encore une fois, une belle innovation française. Jean-Louis Constanza, donc avec Wondercraft. Vous avez plein de vidéos et plein d'explications sur Internet sur ce sujet. Merci beaucoup.